Figaro Live, il est 11h11, c'est donc non. Non à 56,4%. Non, la Nouvelle-Calédonie ne deviendra pas indépendante, elle ne deviendra pas la Nouvelle-Calédonie Kanaki, en tout cas pour l'instant, ainsi l'ont voulu 78 361 électeurs de l'archipel. Que va-t-il se passer maintenant? Quelles vont être les conséquences? C'est les questions que l'on va se poser ce matin. En attendant, êtes-vous, vous, satisfait des résultats de ce référendum? Pour l'instant, vous êtes 77% à nous répondre oui. Eh bien, dites-nous pourquoi. Et si vous n'avez pas encore voté, eh bien, faites-le sur Twitter. #FigaroLive, #les décrypteurs. Bonjour Frédéric Angleviel. Bonjour. Vous êtes historien, auteur d'une histoire de la Nouvelle-Calédonie et on le voit, vous vivez vous-même en Nouvelle-Calédonie. Alors avant de décrypter ces résultats, je voudrais qu'on fasse un point sur l'ambiance. On a signalé des caillassages, des routes coupées selon le compte Twitter du Haut-Commissariat. Quelle est actuellement l'ambiance sur l'archipel? L'ambiance sur l'archipel est très calme pour deux raisons. D'une part, parce que ça s'est très bien passé au niveau à la fois de la campagne et de la réalisation hier, que l'ensemble des forces politiques, qu'elles soient indépendantistes ou non indépendantistes, ont appelé au calme, et en particulier du côté indépendantiste, ils ont demandé à des jeunes un petit peu déclassés, un petit peu en problème, de ne pas effectivement intervenir. Malheureusement, il y a quelques points chauds en Calédonie, comme la tribu de Saint-Louis, où il y a toujours quelques problèmes. Donc, effectivement, il y a eu et il y aura encore quelques désagréments, mais globalement, tout s'est très très bien passé en Nouvelle-Calédonie. Alors on le disait à l'instant avant de commencer cette émission, ce sont des polémiques un peu que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais les années 80 en Nouvelle-Calédonie ont été extrêmement chaudes, chaque jour a porté son lot quotidien de violence. On n'en est plus du tout là maintenant. Oui, il y a eu énormément d'évolutions depuis les événements politiques de 1984-1988, où il y avait eu des barrières coupées, du bétail tué, des maisons brûlées, des affrontements entre les personnes, et on considère qu'il y a eu 85 personnes qui, pendant cette période, ont décédé. Malheureusement et heureusement, grosso modo, un tiers d'indépendantistes, un tiers de non-indépendantistes et un tiers de gendarmes et de militaires. Et malheureusement, effectivement, la violence et la fameuse affaire d'Ouvéa en 1988, qui nous ont fait frôler la guerre civile, nous ont amené à nous dire stop. Et c'est la fameuse poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, donc qu'il dit il faut sortir de là, et c'est donc l'accord de Matignon-Oudinot, puis l'accord de Nouméa en 1998 qui nous ont apporté 30 ans de paix et aussi de prospérité économique et sociale. Alors on va y revenir. Maintenant, je voudrais qu'on décrypte avec vous ces résultats qui sont donc tombés hier. Donc 56,4% contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. On évoquait un non à 60, voire à 70%, une participation faible dans les bastions kanaks, c'est-à-dire indigènes. Est-ce que vous avez été surpris par ces résultats? Alors, en Calédonie, tout le monde savait que les équilibres depuis les événements politiques sont à peu près de 40%, 42% pour l'indépendance et de 60 à 58% contre l'indépendance. Le corps électoral était très restreint cette fois-ci, puisque 20% des électeurs habituels n'ont pas pu voter, puisque pour voter à ce référendum, ainsi qu'au deuxième et au troisième référendum éventuel, il faut être en Nouvelle-Calédonie depuis 1994, c'est-à-dire depuis au moins 24 ans, sauf bien sûr pour les jeunes qui sont nés en Calédonie, qui ont aujourd'hui 19 ou 20 ans. Donc vous voyez très bien que ce n'est pas du tout un corps électoral habituel. Il a été fait exprès pour permettre de montrer au peuple kanak, qui fait partie du peuple calédonien, que ces revendications étaient prises en compte entièrement. Et c'est parce que, effectivement, il fallait 24 ans de présence en Calédonie pour voter que c'est inattaquable et que c'est un référendum juste et parfait. Si je vous suis, Frédéric Angleviel, est-ce qu'on pourrait déduire que si le corps électoral était plus large, si ceux qui habitent en Nouvelle-Calédonie, qui sont inscrits en Nouvelle-Calédonie depuis après 1994, avaient pu voter, le non aurait été plus large?
C'est effectivement le cas, même si évidemment on ne peut pas sonder les cœurs et savoir ce qui se passe dans les urnes. Mais toujours est-il que les 35 000 personnes qui n'ont pas pu voter, c'est-à-dire 20% du corps électoral habituel, quand on regarde les autres résultats, par exemple pour les députés ou pour l'élection du président de la République, on voit bien qu'on serait allé à ce moment-là vers 60, 62, 63% contre l'indépendance. Il y aurait eu effectivement un mouvement de la balance. Alors, ce sera ma dernière question. Quelles sont les leçons que vous tirez du scrutin d'hier? Alors, 1, ça s'est très bien passé. 2, tout le monde a fait ce qu'il fallait. Il y avait même l'ONU qui était présent. Le gouvernement avait envoyé tout un ensemble d'experts dans tous les bureaux de vote. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que ce vote est inattaquable et il est, je dirais, le fondement ou le refondement de relations entre la Nouvelle-Calédonie et sa métropole. Maintenant, ce sont à la fois aux deux partenaires non indépendantistes qui ont gagné, mais qui effectivement n'ont pas gagné de façon éclatante, ce qui a permis d'éviter, je dirais, des humiliations de part et d'autre. Le respect est là. Mais les indépendantistes et l'État peuvent maintenant travailler ensemble. Je vous coupe, est-ce que justement le fait que le référendum, les résultats ne soient pas aussi clairs qu'on attendait, qu'on annonçait, ne va pas provoquer de nouveaux problèmes? Au contraire, dans un petit pays comme la Calédonie, nous ne sommes que 300 000 habitants, le fait que les gens ont bien vu qu'il faut, je dirais, faire des efforts de part et d'autre, puisque on pourrait effectivement, en jouant un deuxième référendum, en jouant un troisième référendum, en jouant la stagnation économique, des problèmes sociaux, voire des problèmes, je dirais, liés à certaines parties de la jeunesse, on pourrait rentrer dans une phase néfaste pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, ça va pousser toutes les forces politiques en présence, en particulier non indépendantistes qui ont gagné ce référendum, à tendre la main avec la participation de l'État français pour trouver une solution consensuelle dans la France. Allez, une toute dernière question, Frédéric Anglevielle. Est-ce qu'on peut dire que les Kanaks, aujourd'hui, au regard du scrutin d'hier, sont majoritairement pour l'indépendance? Alors, dans le monde kanak, avant les événements politiques, on considérait qu'il y avait 70% de Mélanésiens qui souhaitaient l'indépendance et 30% qui souhaitaient rester en la France. Après les événements politiques où les clivages ont été forts, où il y a eu aussi des conflits entre Mélanésiens, par exemple, il y a eu des cases qui ont brûlé à Lifou parce qu'il y avait des conflits entre les clans, entre les personnes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a à peu près 80 à 85% des Mélanésiens pour l'indépendance et 20 à 15% des Mélanésiens qui souhaitent rester dans l'ensemble français, ainsi que les autres communautés. Et ce qui est très important, c'est que les indépendantistes parlent aujourd'hui de peuple calédonien et donc dépassent l'idée de peuple kanak tel qu'il y avait pendant les événements avec le FLNKS. Donc une désethnisation, si je puis dire, du sentiment indépendantiste. Merci beaucoup Frédéric Anglevielle de ces premières infos, de ces premières précisions et analyses. Vous restez avec nous, notamment pour la deuxième partie, pour répondre aux questions de nos internautes. Je signale pour l'heure quand même deux ouvrages importants que vous avez écrits. La France aux antipodes, Histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est aux éditions Vendémiaire. Et puis Comprendre les référendums en Nouvelle-Calédonie, c'est aux éditions Édilivre. On salue particulièrement ceux qui nous rejoignent, notamment Giovanni, Agnès, Ahmed et également tous les internautes qui nous regardent depuis la Nouvelle-Calédonie, de Nouméa jusqu'aux îles Loyauté. Êtes-vous satisfait des résultats de ce référendum en Nouvelle-Calédonie? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #FigaroLive, #lesdécrypteurs. Il y en a un qui était satisfait hier, c'était Emmanuel Macron qui a pris la parole dès que les principaux chiffres ont été connus. On l'écoute. Je dois d'abord dire l'immense fierté que nous ayons ensemble passé cette étape historique. Je veux aussi dire la fierté pour le chef de l'État que la majorité des Calédoniens ait choisi la France. C'est pour nous une marque de confiance dans la République française, dans son avenir et dans ses valeurs. Bonjour Olivier Sudry. Bonjour. Vous êtes économiste et vous êtes surtout un spécialiste de l'économie de l'outre-mer. Économiquement, est-ce que la Nouvelle-Calédonie a plus intérêt à rester ou à sortir de la France ?
D'un strict point de vue économique, son intérêt est de rester. Parce qu'actuellement, les transferts... Je vous pose la question parce que Roch Ouamitan, le leader du FLNKS, qui est le parti historiquement indépendantiste, disait que la Nouvelle-Calédonie indépendante devait tirer avantage de sa position stratégique. Oui, alors ça, encore faut-il pouvoir la monnayer, soit avec la France, soit avec d'autres puissances, si on est dans une perspective d'indépendance. Mais je dirais, l'intérêt quand même de la Calédonie, et je crois que c'était aussi une arrière-pensée de un certain nombre d'électeurs hier, l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même de rester économique, j'entends, dans la France, dans la mesure où elle bénéficie de transferts métropolitains à hauteur d'à peu près 1,2 milliard tous les ans. Alors ce chiffre ne veut pas dire grand-chose, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si ces transferts venaient à être coupés, les Calédoniens devraient payer 2 fois plus d'impôts qu'ils n'en payent réellement actuellement. Pourquoi 2 fois plus? Parce qu'en fait, ces transferts de la métropole financent des dépenses publiques, et s'ils venaient à être coupés, ce financement devrait venir des Calédoniens eux-mêmes. Chaque année, Paris fait un chèque d'1 milliard d'euros à Nouméa pour subvenir, en tous les cas, à ses besoins administratifs. Alors, c'est ça, c'est l'exercice des fonctions régaliennes, c'est l'armée, la police, la justice, la diplomatie, qui sont bien évidemment des fonctions assurées par Paris. C'est aussi des transferts... Parce que le reste est assumé par, voilà, absolument, localement. Ce sont aussi des transferts qui vont donc au bénéfice de l'éducation, avec la mise à disposition d'enseignants du secondaire, qui viennent de métropole et qui enseignent donc dans les collèges et lycées de Nouméa. Et puis, il y a, comme dans les autres régions françaises, l'équivalent d'un peu des contrats de plan État-région, où l'État finance cette fois-ci des investissements. Et donc l'ensemble de cette masse représente un peu plus d'1 milliard, effectivement, chaque année. Donc j'ai une partie de ma réponse parce que je veux dire combien la Nouvelle-Calédonie coûte à la France, donc 1 milliard d'euros par an. Combien rapporte-t-elle à la France ? Alors, moi, je suis toujours réservé par rapport à ces balances. C'est une question qu'on se pose pas tellement pour la Lozère ou pour... je n'ai rien contre la Lozère, mais pour les autres départements... Non, mais sur un débat sur la colonisation, on parle toujours du coût de la colonisation. Oui. Moi, je dirais que la Nouvelle-Calédonie, le président de la République l'a bien dit aussi dans son dernière allocution, fait partie de la France. D'ailleurs, les Calédoniens se sont largement prononcés dans cette perspective-là. Je ne sais pas s'il faut établir une balance. Par contre, si on voulait regarder par exemple les intérêts... Quelle est la contribution justement au PIB? Enfin, je veux dire, il y a une contribution de chaque région au PIB national. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on a un chiffre et est-ce qu'on peut l'évaluer? Alors son statut fait qu'il n'est pas intégré, le produit intérieur brut de la Nouvelle-Calédonie n'est pas intégré, à la différence par exemple de celui des départements d'outre-mer, par exemple la Martinique, la Guyane ou la Réunion. La richesse des départements est intégrée bien évidemment au produit intérieur brut de la France, mais pas celle de la Nouvelle-Calédonie, qui est complètement autonome et de ce point de vue-là. La richesse de la Nouvelle-Calédonie, c'est le tourisme et le nickel. Est-ce que ces secteurs sont toujours aussi dynamiques qu'ils l'ont été par le passé ? Alors c'est vrai que quand on parle de Nouvelle-Calédonie, souvent on pense immédiatement nickel. Alors c'est assez juste ce rapprochement parce que le nickel a marqué l'histoire de ce caillou, d'ailleurs il porte ce nom. Il a marqué aussi la géographie, ce sont des milles à ciel ouvert. Et donc en fait quand vous circulez en Nouvelle-Calédonie, vous voyez les montagnes qui sont striées pour l'exploitation du nickel. Alors il a aussi marqué historiquement son économie, mais aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai. Il y a actuellement 3 grosses usines métallurgiques en Nouvelle-Calédonie, plus des mineurs, mais la totalité de cette activité, c'est à peu près 10% du PIB, légèrement moins. On va peut-être jusqu'à 15% en incluant les effets d'entraînement que cette activité nickel peut avoir sur l'économie. Il y a donc 90% ailleurs. Alors le tourisme, oui, mais c'est de l'ordre de 5%. L'immense majorité en fait des activités sont des activités de services, ce qui dénote d'ailleurs une économie développée. C'est un petit peu comme en métropole, les services contribuent principalement à l'activité économique. L'ATRE nous dit « Maintenant, il faut faire tomber le monopole économique que se partagent une douzaine de familles calédoniennes. Qu'en est-il des richesses, des inégalités, justement, sociales et économiques sur l'île ?» Alors ça, on dit que le niveau de vie d'un néo-calédonien aujourd'hui est comparable à celui d'un Alsacien, mais qu'il y a d'énormes disparités, et notamment entre... mettons Caldoche et Canaque. Mais vous avez tout à fait raison. Et c'est même, je dirais, le point un peu de cristallisation pour les économistes. Une comparaison. Les 20% des Calédoniens les plus riches récupèrent 50% de la richesse. Les 20% des Calédoniens les plus pauvres, ils n'en récupèrent que 5%. 20% les plus riches, 50%,
20% les plus pauvres, 5. Ces inégalités, en fait, elles rongent, à mon sens, elles rongent la cohésion sociale. Et en fait, on a en Nouvelle-Calédonie... Et ça ne s'est pas résorbé depuis 1988, depuis les accords de Matignon et les accords de Nouméa? Alors, si, clairement, les inégalités se sont réduites. Et quand on regarde les inégalités qui opposaient à l'époque, en 1998, le Nord, qui est principalement kanak et indépendantiste, si je caricature, hein, et le Sud, principalement caldoche. Ce que montre en tout cas le référendum d'hier. Voilà. Ces inégalités entre les espaces ont été divisées par 2. Mais elles demeurent quand même. Elles demeurent d'un point de vue économique. Et les inégalités, surtout, elles sont aussi des inégalités de développement humain. Les écarts, au niveau notamment des performances scolaires, sont encore trop marqués entre le Nord et le Sud. Donc, il est difficile, le slogan ou la devise de la République, de la Calédonie, c'est cette notion de destin commun, de terre de partage. Comment faire un destin commun avec tant d'inégalités? Et ça, c'est une revendication aussi indépendantiste qu'on doit entendre. Essayons de réduire les inégalités, notamment dans la distribution des richesses, mais aussi en matière d'accès à l'éducation. Il y a un autre enjeu caché, en tout cas qui a été peu dit, mais qui, quand on étudie le dossier, saute aux yeux. Quelque chose qui a beaucoup évolué depuis la fin des années, semble-t-il, de la fin des années 80, c'est l'immigration. Il y a d'autres Polynésiens qui vivent en Nouvelle-Calédonie, donc ça c'est français, Wallis et Futuna, Tahiti, mais il y a aussi des Indonésiens, des Vietnamiens, des gens du Vanuatu. Est-ce qu'il n'y a pas là un lieu, une tension entre ces populations, non pas avec les Caldoches, mais avec les Kanaks? Non, pas nécessairement. C'est un véritable melting pot, hein, la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est son histoire aussi, hein, depuis quasiment la fin du XIXe siècle. Ces migrations ont été souhaitées et voulues, hein, dans un premier temps. Ensuite, elles ont été, avec la période du grand boom du nickel, liées à des migrations économiques. Notamment, beaucoup de Polynésiens sont venus s'installer en Nouvelle-Calédonie. Les communautés vivent, je dirais, en très bon entendement. Et c'est encore plus vrai d'ailleurs dans ce qu'on appelle la brousse en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que dès que vous sortez du Grand Nouméa, l'agglomération, c'est le reste, on appelle ça la brousse, et les communautés historiquement vivent très très bien ensemble. Merci beaucoup Olivier Sudry pour ces premières précisions. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats en Nouvelle-Calédonie? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live. Les décrypteurs. Alors, parmi les réactions qu'il y a eu après les résultats de ce référendum, il y a eu celle notamment du leader indépendantiste, on en parlait tout à l'heure, Roch Moïmitan, qui se réjouissait des résultats. Il y a eu également celle d'un autre personnage important. Ceux qui ont encore plus de 20 ans se souviennent peut-être de Jacques Lafleur dans les années 80, qui était l'une des figures des milieux loyalistes. Aujourd'hui, celui qui l'incarne le plus, c'est Philippe Gomez, qui est député de Nouvelle-Calédonie. Voici sa réaction hier. Il y a 18 000 voix d'écart quand même. Donc un référendum en 2020, ce n'est pas non plus la multiplication des pains. Je crois qu'on doit ensemble réfléchir pour voir si on peut éviter de s'infliger cette nouvelle période de campagne électorale, de tensions éventuelles, parce que pendant plusieurs années, notre pays risque de rester en stand-by. Bonjour Loris Bochot. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique du Figaro, vous avez suivi cette campagne, vous, depuis la métropole, si je puis dire, depuis le Figaro. Qu'est-ce que vient faire aujourd'hui Édouard Philippe? Édouard Philippe aujourd'hui, enfin il est dans l'avion maintenant puisque c'était un voyage express post-référendum. Édouard Philippe était là pour poser les bases de l'après-référendum, de l'après-4 novembre. Je rappelle que ce référendum est l'aboutissement de 30 ans. Il était attendu depuis 30 ans de négociations. Et donc il était là pour, vous savez, puisque la situation est explosive, faire le point et rencontrer les différentes forces politiques néo-calédoniennes, les indépendantistes, mais aussi les non-indépendantistes. On rappelle qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a d'abord les accords de Matignon, 1988, sous l'égide de Michel Rocard, signature donc entre deux leaders à l'époque. On en a parlé, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, qui était le leader indépendantiste et qui sera assassiné quelques mois plus tard, le 4 mai 1989. 10 ans plus tard, les accords de Nouméa, sous l'égide de Lionel Jospin. À l'époque, on pensait qu'il y aurait le référendum d'autodétermination qui a eu lieu hier. À ce moment-là. Il a été reporté effectivement de 20 ans jusqu'en 2018, nous y sommes. À ce moment-là, parce qu'il y a eu un processus qui notamment prévoyait le transfert de compétences. Nous sommes donc justement à ce référendum d'hier. Est-ce qu'à l'Élysée, on a été surpris du résultat ? À l'Élysée, Emmanuel Macron l'a dit hier, il a exprimé sa fierté de voir la Nouvelle-Calédonie rester française.
effectivement, on attendait, les sondages pouvaient laisser entendre un plus gros écart entre le vote indépendantiste et le vote non indépendantiste. La vraie question et le vrai problème en fait, qui se pose avec cet écart resserré, c'est la possibilité d'un deuxième, voire d'un troisième référendum. L'accord de Nouméa le permet à la demande d'un tiers des membres du Congrès, c'est l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie. Et ça peut poser un problème avec l'exécutif qui pensait en avoir terminé peut-être avec cette question lancinante de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais qui pourrait, d'ici 2022, d'ici donc la prochaine élection présidentielle, se voir confronté à nouveau à la gestion d'un deuxième, voire d'un troisième référendum. Et donc, ce qui est important, c'est la composition, si je vous suis, du Parlement régional néo-calédonien, pour savoir s'il y aura un nombre critique, enfin un nombre suffisant d'élus favorables à l'organisation d'un deuxième référendum. Absolument, c'est la vraie question. Donc aujourd'hui, Édouard Philippe, qui était là, a annoncé qu'en décembre, à Paris, il rassemblera à nouveau les forces politiques de Nouvelle-Calédonie pour traiter cette question. Et la prochaine étape, ce sont les élections provinciales, mai 2019, donc en Nouvelle-Calédonie, essentielles bien sûr pour dessiner le nouveau paysage de la Nouvelle-Calédonie, le nouveau paysage politique. Je rappelle que les élections provinciales, c'est tous les 5 ans. Pour élire donc cette Assemblée de Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie a un large statut d'autonomie en France, assez unique. La Polynésie française aussi partage ce statut d'autonomie avec donc, je pense qu'il faut le rappeler, un gouvernement de Nouvelle-Calédonie, un congrès de Nouvelle-Calédonie et un Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie pour donc le pouvoir législatif. Et donc les élections de mai 2019 seront à cet égard essentielles. Comment réagit la classe politique à Paris et comment justement elle se positionne par rapport à cette question néo-calédonienne? Alors la classe politique, à la quasi-unanimité, se réjouit hier, notamment par de nombreux communiqués de presse, du fait que la Nouvelle-Calédonie reste française. Il y a une voix un petit peu dissonante dans cette quasi-unanimité, c'est celle de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a eu une position assez ambivalente avant ce référendum d'autodétermination, pendant la campagne. Il disait « Mon cœur dit « restons ensemble » et ma raison dit « séparons-nous ». Sa raison lui dit « séparons-nous » puisqu'il partage, c'est ce qu'il affirme, le combat en partie des indépendantistes. Et donc la réponse de la France insoumise à l'annonce des résultats hier, c'était de porter la voix un petit peu des indépendantistes et de dire que ce résultat est déplorable du point de vue des indépendantistes. Et en prenant ce point de vue des indépendantistes, c'était évidemment une façon de soutenir leur combat. Donc position un peu ambivalente de la France insoumise, mais c'est une exception. C'est un point de vue idéologique de la part de la France insoumise ou ils ont des soutiens sur place ? Ça s'inscrit dans l'héritage idéologique de la France insoumise, qui a été aussi de toujours défendre l'autodétermination des peuples, leur capacité à décider pour eux-mêmes. Et donc ça s'inscrit dans cette ligne-là de soutien des indépendances. Est-ce que, ce sera ma dernière question, justement, les partis politiques français sont prêts à se réinvestir en Nouvelle-Calédonie comme ils l'ont été dans les années 80 ou bien est-ce que finalement la situation actuelle leur va très bien? Il y a seulement 3 chefs de parti français qui se sont investis dans ce référendum de Nouvelle-Calédonie. Et c'est une façon de répondre à la question et ça peut laisser présager la suite aussi, leur engagement sur place. 3 chefs de parti, Laurent Wauquiez, qui fait partie des Républicains, parti héritier du RPR, longtemps aux côtés de Jacques Lafleur pour défendre la Nouvelle-Calédonie française. On a aussi eu le déplacement de Jean-Christophe Lagarde de l'UDI qui a sur place des relais, 2 députés. Les 2 députés de Nouvelle-Calédonie font partie de l'UDI. Et on a enfin eu le président de l'Union populaire républicaine, François Asselineau, ce petit candidat à l'élection présidentielle, qui est venu sur place. Ces 3 chefs de parti étaient là pour défendre le oui, mais on n'a pas vu notamment des leaders du Parti socialiste ou des leaders, par exemple, du Front National, si ce n'est le vice-président Louis Alliot, se déplacer en Nouvelle-Calédonie. Mais malgré tout, ces 3 chefs de parti étaient présents et c'était une façon de dire oui, nous voulons que la Nouvelle-Calédonie reste française. Merci Loris pour ces précisions. On va y revenir dans un instant. Je vous propose de regarder d'autres réactions qu'on a pu recueillir après le référendum. C'est celles qui ont été données par justement les gens qui habitent sur l'archipel. Et ce qui est frappant, c'est que quand on regarde, quand on écoute, c'est qu'il y a 2 gagnants. Il y a la participation, plus de 80%, et ensuite chaque camp qui criait victoire. On regarde, on écoute.
Certains, ça peut paraître bizarre, mais nous, c'est aussi une victoire de voir que dans certains endroits du pays, le oui a quand même remporté largement. Et aussi dans Nouméa, le Grand Nouméa, il y a quand même une avancée. C'est qu'on va se réveiller demain et on est français. On s'est battu depuis des mois pour rester français. Voilà, et on continue de débattre. Vous continuez à poser vos questions, à réagir. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat du référendum en Nouvelle-Calédonie? Vous étiez 77% à répondre oui tout à l'heure, un peu moins après. Vous continuez à voter et à nous dire pourquoi. Frédéric Angleviel est toujours avec nous. Oui. Juste, comment, puisqu'on parlait tout à l'heure de Édouard Philippe, comment a-t-il été accueilli et comment on réagit à cette venue sur place et à ce qu'il a annoncé? Alors, je n'étais pas évidemment dans le secret des discussions avec les différents partis politiques, mais il a fait le tour de l'ensemble des forces politiques. Toutes les forces politiques actuellement sont en train de elles-mêmes se mettre au diapason des résultats. Il a rencontré aussi les étudiants calédoniens à l'université. Bien sûr, il y a eu beaucoup de questions sur leur avenir, l'avenir du pays et les possibilités de développement économique et d'emploi pour l'ensemble des populations. Donc, c'était effectivement surtout pour symboliquement montrer l'importance que le gouvernement français apportait à cette question qui s'est déplacée. Et comme il l'a dit lui-même, c'est lorsqu'il y aura un comité de signataires à Paris en décembre que là, non seulement le bilan pourra être fait, mais surtout que des propositions pourraient être mises en place, sachant que l'on va avoir nos élections provinciales en mai 2019, que sans doute il ne pourra pas y avoir de véritables accords et de véritables avancées avant que les forces politiques se repositionnent par rapport évidemment aux résultats des élections. Au regard des élections, au regard des résultats qu'on a pu observer, est-ce qu'on a une idée de ce que pourraient donner les élections provinciales de mai 2019 ? Alors de ce côté-là, on peut se baser sur les résultats des dernières élections de 2014, où il y avait donc 58% pour la France, 48% pour des partis indépendantistes. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les deux blocs vont garder leur grande force. Après, c'est à l'intérieur des deux blocs qu'il peut y avoir des changements. Du côté indépendantiste, il y a un parti dont on ne parle pas tout le temps, qui s'appelle le Parti travailliste, qui a appelé à faire l'abstention. Il représente habituellement 3% des électeurs. Là, l'abstention n'a pas du tout été suivie, puisque vraiment, il y a eu une participation extraordinaire. Donc, en tout cas, ce parti va essayer d'exister avec les deux partis traditionnels qui sont l'Union calédonienne et le Palika, mais il semblerait que ça ne pourra pas, je dirais, capitaliser sur le référendum pour améliorer ses scores. Du côté non indépendantiste, il y a trois, je dirais, partis. Calédonie Ensemble avec le député Philippe Gomez, il y a le Rassemblement UMP lié aux Républicains et il y a les Républicains calédoniens. Donc, ces trois partis sont dans les starting blocks, si on peut dire, pour essayer d'avoir chacun les mêmes meilleurs résultats possibles pour les provinciales. Merci pour ces précisions. Frédéric Angleviel, vous restez avec nous. Il y a un certain nombre de réactions des internautes. Betsy qui nous dit la Nouvelle-Calédonie a fait un choix responsable de rester sous le giron de la République française. Alors, on évoquait tout à l'heure la réaction de Lattre qui nous disait maintenant il faut faire tomber le monopole économique que se partagent une douzaine de familles calédoniennes. Olivier Sudry, est-ce que vous pouvez nous décrypter ce message ? Alors, elles sont probablement plus une vingtaine, mais oui, c'est vrai. Alors, et ça peut se comprendre. Le pouvoir économique est assez concentré, mais très simplement, l'île est petite, le marché est étroit, et vous n'avez pas, en fait, spontanément, vous n'avez pas une grande concurrence. Il n'y a pas la place pour 50 entreprises dans chaque secteur. Donc, mécaniquement, vous avez cette tendance qu'on appelle, nous, dans le jargon, oligopolistique. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas très rarement un monopole, il y a plutôt un duopole des fois, de deux entreprises, mais c'est une petite poignée. Alors, qu'est-ce qu'on peut supposer ? C'est que quand la concurrence est faible, et ça on le constate quand même, les prix sont élevés.
Ce qui a aussi participé à la faiblesse de la concurrence et au renforcement aussi du pouvoir économique de certaines familles, ce sont les protections douanières qui ont été historiquement très très élevées. Alors aujourd'hui, il y a en place une grande réforme fiscale qui vise un petit peu à faire le ménage dans ces protections, mais on a tous les ingrédients, étroitesse du territoire, éloignement, faible concurrence, pour qu'effectivement le pouvoir économique soit trusté et se retrouve aussi d'ailleurs très proche du pouvoir politique. Il y a je dirais, des proximités entre les deux mondes. Pourquoi ne pas mettre, c'est Babacar qui nous pose cette question, pourquoi ne pas mettre en place un Parlement autonome sur la base d'une proportionnelle intégrale afin de donner un coup de pouce à l'émergence d'une plus grande élite kanak? Alors, les modalités d'élection sont, donc, dans l'Assemblée territoriale qu'évoquait Éric Angleviel il y a un instant, sont assez complexes. On élit d'abord des assemblées de province, et ces assemblées de province, ensuite, mais je pense que Éric sera plus compétent que moi pour répondre à cette question, font remonter au Congrès, et du Congrès émerge un gouvernement. Donc, on a l'idée, surtout, c'est... Oui, c'est très quand même progressif. C'est très progressif, et surtout, le maître mot, c'est collégialité. Alors, ça nous semble très, très éloigné de nos pratiques gouvernementales habituellement. Nous sommes dans un système majoritaire, où le président de la République, généralement, surtout en période de quinquennat, a une Assemblée nationale, je dirais, qui donc, le soutient, et on a une majorité, plus ou moins prononcée, mais on avance majoritairement. En Nouvelle-Calédonie, pas du tout. C'est beaucoup de consensus, beaucoup de dialogue, et le gouvernement est collégial, c'est-à-dire que vous allez retrouver toutes les forces vives qui s'expriment au niveau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui est lui-même l'émanation des provinces. Vous voyez, c'est compliqué, hein, tout ça. Mais concrètement, on ne prend pas de décision, je dirais, majoritaire. Il faut toujours négocier. Alors, ça peut bloquer aussi, évidemment, un certain nombre de dossiers et un certain nombre de réformes, il ne faut pas le cacher. Une des questions qui serait intéressante aussi à surveiller en mai 2019, c'est le potentiel retour ou non du Rassemblement national, donc l'ancien Front national, dans le Congrès de Nouvelle-Calédonie. On a tendance à l'oublier, mais jusqu'en 2009, le Front national avait des représentants en Nouvelle-Calédonie, et donc en soutien, évidemment, aux non-indépendantistes, puisqu'ils sont de fervents pro-Calédonie française. C'était le seul parti en 1988, d'ailleurs, qui avait été pour le non aux accords de Matignon. Et on l'oublie souvent aussi, mais Nouméa est la plus grande ville française à avoir placé Marine Le Pen en tête au second tour de la présidentielle, puisque c'est 100 000 habitants, Nouméa, et donc 50,9% des voix, presque 51% des voix pour Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron. On a tendance à l'oublier. Frédéric Angleviel, sur cette question de l'émergence d'une plus grande élite kanak, comment on peut justement, quelles sont en tout cas les initiatives qui sont prises, comment on peut les faire émerger? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail qui a été initié dès l'accord de Matignon-Oudinot, ce qu'on appelait la formation 400 cadres, qui a fonctionné pendant une dizaine d'années. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle Cadre Avenir, qui a continué à fonctionner. Ça n'a jamais été à 100% ethnique parce que ça correspondrait pas à l'éthique française. Donc, en gros, il y a toujours eu 80 à 90% de Mélanésiens et 10 à 15% d'autres communautés qui étaient représentées dans ces actes de formation. Il ne faut pas oublier l'ouverture de l'université à partir de 1988, puisqu'elle a été ouverte au départ pour aider les économiquement faibles, les Océaniens et les femmes calédoniennes. Donc, tout ce qui a été fait en Calédonie est fait pour donner plus de chances au niveau à la fois enseignement et éducation, formation. Et justement, c'était la question que je voulais vous poser, pardon, je me permets de vous couper, c'était la question que je voulais vous poser ainsi qu'à Olivier Sudry. Comment les inégalités ont été réduites, bien que l'ATRE nous dit, cet internaute nous dit, le fossé des inégalités continue de se creuser en Nouvelle-Calédonie? Alors, on peut toujours avoir deux types d'analyses par rapport aux inégalités. Une, c'est effectivement de regarder les chiffres et de voir que selon les communautés, elles ont plus ou moins. Il y en a une autre qui est aussi de se poser quelle est l'implication des communautés dans la vie active. Parce que par exemple, le monde kanak, qui est très collectif, très rural, qui est basé sur les terres coutumières et ici les tribus, très souvent, beaucoup de jeunes ne s'impliquent pas dans la vie économique et préfèrent rester à la tribu et vivre une vie simple, agréable, mais évidemment qui n'apporte pas l'ensemble des biens du monde occidental. Donc, il faut toujours un peu moduler et pas simplement voir les chiffres, mais aussi voir comment les communautés fonctionnent et travaillent et participent au développement économique de notre pays. Olivier Sudry.
Alors, moi, je vais voir, en tant qu'économiste, je vais voir les chiffres. Je dirais que c'est un formidable progrès. Alors, les inégalités dont on a parlé il y a un instant perdurent, mais je dirais sur le temps long, quand on regarde dans le rétroviseur, les inégalités se sont réduites de moitié entre la province Nord et la province Sud. La province Nord, pour faire à grands traits, majoritairement Caldoche et puis la province Sud, pas majoritairement Caldoche, et avec Nouméa, et puis la province Nord qui est, elle, majoritairement Kanak, qui était favorable à l'indépendance. Alors, il n'en demeure pas moins que, et là, Éric Anglevielle a tout à fait raison de le souligner, il y a encore certaines inégalités qui posent problème parce qu'en fait, ce sont ces inégalités-là qui vont se retrouver dans le futur. C'est les inégalités en matière d'éducation. Et il y a encore une différence de 50%. Dans les proportions de jeunes sortant du système éducatif au niveau bac et plus. Une différence de 50% entre le Nord et le Sud. C'est cet écart-là qu'il faut réduire. L'université, les efforts aussi sur les collèges et les lycées, tout ça, ça va dans le bon sens. Je dirais, pour être un peu trivial, maintenant, il faut mettre le turbo. Il faut mettre le turbo parce que sinon, on va se retrouver avec effectivement une amplification des inégalités, avec notamment un chômage des jeunes et de la désespérance de leur part. Inégalité aussi dans l'emploi, puisque je crois que c'est 38% des Kanaks qui ont un emploi contre 70% des Caldoches, comme on dit. Donc là aussi, il y a une inégalité à résorber en termes d'emploi. Piponite nous dit « Vive la Calédonie libre et indépendante », c'est son point de vue. L'Australie, le Japon et les USA remplaceront facilement la France, que la France garde son RSA poison et ses aides sociales qui maintiennent les natifs dans la soumission. Frédéric Anglevielle, justement, est-ce que, avant de poser la question à Olivier Sudry, qui est un spécialiste de ces questions-là, il y a un phénomène lié aux aides sociales et des effets pervers en Nouvelle-Calédonie ? Alors là, c'est très intéressant parce que je dirais que c'est l'inverse. Ça veut dire que ça a été une demande forte des populations locales d'avoir cette aide sociale. Il y a eu deux parties. D'une part, en Nouvelle-Calédonie, on ne met pas en place les salaires minimums comme ça peut se retrouver en métropole ou dans les départements, parce que certaines personnes, des fois, appellent plus ou moins un peu l'argent braguette, etc. Donc, il n'y a pas cette partie-là. C'est-à-dire que si quelqu'un ne travaille pas, il reste un petit peu aussi, malheureusement, sur le bord de la route. En revanche, a été mis en place une nouvelle politique depuis 5 ans que toute personne qui arrive à 60 ans, qu'elle ait travaillé ou pas, a un revenu retraite minimum. C'est quelque chose qui existait en métropole depuis longtemps, qui a été appliqué en Nouvelle-Calédonie depuis 5-6 ans, qui coûte très cher et c'est toujours pas solutionné la façon de le financer. Et c'est du reste pour ça que cette TGC, cette nouvelle taxe générale a été mise en place parce que elle va permettre de payer les déficits de la CAFAT, qui est notre sécurité sociale locale. Mais on voit très bien qu'en Calédonie, beaucoup a été fait pour que toutes les parties de la population puissent accéder à des moyens financiers qui lui permettent de vivre dignement. Tout à fait d'accord. La Nouvelle-Calédonie est totalement autonome. Nous avons une sécurité sociale métropolitaine, mais là-bas, et Eric vient de le rappeler, c'est une autre institution 100% calédonienne. Il en est de même pour les retraites. Le système de retraite calédonien est complètement étanche, complètement différent du système métropolitain. Il n'y a pas... ça reste un système par répartition. Ça reste un système par répartition. Il est très proche dans sa philosophie d'une autre, mais complètement autonome. Il doit s'assurer son équilibre. Et peut-être contrairement à ce que pense cet auditeur, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de filet social de ce type en Nouvelle-Calédonie. Il y a effectivement, Eric l'a rappelé, un complément de retraite de solidarité, c'est la solidarité pour les personnes les plus âgées, les plus démunies, mais les aides sociales réduisent un tout petit peu les inégalités néanmoins, il faut mais ne les éliminent pas du tout. Une dernière question, ce sera ma toute dernière question. Est-ce qu'au regard des résultats d'hier, finalement, Frédéric Anglevielle, pardon de cette question un peu provocatrice, mais l'indépendance ne semble pas inéluctable? Alors, c'est François Garde, un ancien secrétaire général de Nouvelle-Calédonie, qui disait dans un ouvrage sur les institutions de la Nouvelle-Calédonie, tant qu'on ne sera pas l'indépendance, la question se posera, et tant qu'il restera un indépendantiste, elle sera évoquée. Après, maintenant, la question, c'est comme l'avait dit Chibaou lors des accords de Matignon, les indépendantistes essayent de convertir l'indépendance à leur vision. Jacques Lafleur avait dit exactement l'inverse. Nous, on essaiera de vous convertir à rester avec des aménagements dans l'ensemble français. Donc, effectivement, on a toujours deux points de vue différents. Et ce qui va bouger à l'avenir, c'est d'une part la démographie, le poids de la démographie. Surtout, vous avez vu que n'ont voté que les personnes qui étaient depuis au moins 24 ans. Donc, il faudra discuter sur la nouvelle citoyenneté et les nouvelles du corps électoral. Et deuxièmement,
la possibilité pour les élus de trouver des accords, de trouver des consensus qui font que tout le monde pensera qu'il vaut mieux vivre dans l'ensemble français plutôt que tenter une aventure, quelle qu'elle soit. Eh bien, c'est sur cette analyse qu'on achève cette émission. Merci beaucoup, Frédéric Angleviel, de ces points de vue, de ces analyses, de ces informations qui nous ont énormément éclairés. Merci d'avoir été présent, même tard, à Nouméa. Je rappelle vos deux livres, La France aux antipodes, deux de vos livres. La France aux antipodes, Histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est aux éditions Vendémiaire. Et puis, Comprendre les référendums en Nouvelle-Calédonie, c'est aux éditions Élivre. Merci, Olivier Sudry. Merci, Loris, pour toutes ces précisions. Figaro Live, eh bien, ça continue dans un instant. Christian Jacob est l'invité du talk. Et puis ce soir, vous avez rendez-vous ici avec Point de vue, 17h, présenté par Jean-Christophe Buisson. Et puis ensuite, audition publique avec comme invité la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. À très vite sur Figaro Live. Demain, on reparle des élections américaines.